Aujourd'hui, je reçois Samia qui est Generative AI Research Lead chez Pigment, la nouvelle licorne française qui a levé 145 millions de dollars. Samia va nous parler de son plus gros challenge de ces dernières années, à savoir monter une équipe Generative AI pour déployer des fonctionnalités dans le produit. Elle va nous expliquer son parcours pour en arriver là, nous parler des fonctionnalités de Gen AI qui ont été industrialisées dans le produit, nous détailler l'organisation de l'équipe Gen AI et nous raconter les plus gros challenges qu'ils ont rencontrés. Hello Samia, ça va? Très bien, et toi? Merci de me recevoir. Bah écoute, c'est un grand plaisir de te recevoir sur le podcast. Pour info, DataGen, c'est aussi un collectif de top profils data indépendants. Grâce au podcast, on a réuni des pointures issues des plus belles boîtes. Si vous avez besoin d'accélérer et que vous souhaitez être accompagné par les meilleurs, vous pouvez réserver un appel de découverte avec moi via le lien en description. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Pigment pour commencer, s'il te plaît? En gros, Pigment, c'est un outil, une plateforme qui permet à tous les métiers d'une entreprise d'utiliser leurs données. Donc, ça va être d'abord consolider la donnée, donc la stocker, la calculer, créer des reportings. Donc, ça reste des outils de BI assez classiques, mais augmenté par l'IA également, pouvoir générer des recommandations, des analyses automatisées. Tu vas pouvoir, par exemple, planifier ton activité. Donc, par exemple, ça va s'adresser à toutes les équipes d'une entreprise, donc les équipes RH, les équipes supply chain, finance, RSE. Donc, ça s'adresse vraiment un peu à tout le monde. Aujourd'hui, on est un peu plus de 400 collaborateurs chez Pigment. On est basé à Paris, mais c'est une boîte française, évidemment, c'est une licorne. Mais on est également à Londres, aux États-Unis, au Canada. J'avais déjà entendu, alors c'est peut-être quelqu'un qui avait dit ça et c'est probablement en partie réducteur, mais que c'était un peu une boîte qui est en train de réussir peut-être enfin à remplacer Excel, qui est l'objectif de toutes les boîtes, j'ai l'impression, qui font de la data de près ou de loin. C'est ça, c'est exactement ouais, Mais le bel plutôt un objectif. Excel sous stéroïdes, quoi, comme on va le Tout voir à un peu fait. plus tard. Et comment tu t'es retrouvé, toi, Generative AI Research Lead chez Pigment? Il n'y a pas de secret, il faut faire de la data, ça c'est sûr. Donc j'ai commencé en ingénieur, donc d'abord en conseil. Donc j'ai fait chez Equimetrix, donc mettre à profit la data pour plutôt orienter business. Donc là, je créais des modèles économétriques pour affiner les stratégies marketing des grands groupes. Donc là, c'était vraiment des modèles de statistiques appliqués. Les conseils, mais sur un profil technique, parce que parfois, il y a des gens qui peuvent penser que dans le conseil, c'est des profils un peu moins techniques. Ouais, Là, toi, c'était vraiment profil data scientist. exactement. Data scientist, data analyst, ouais, sur des modèles statistiques. Donc j'ai commencé comme ça. Après, j'ai travaillé chez Toucan Toco. Donc là, l'enjeu était un peu différent. Donc Toucan Toco, c'est un logiciel spécialisé en data visualisation. Et donc l'objectif, c'était en tant que head of data, donc c'est utiliser toutes les données d'une entreprise pour créer des dashboards les plus intelligibles possibles. Donc là, c'est beaucoup de data visualisation comme problématique et aussi de data engineering également pour récupérer la donnée, la calculer également et la rendre intelligible par un utilisateur. Après, je me suis essayée également à la recherche médicale. Et donc là, ça a permis d'appliquer des algorithmes assez avancés, assez poussés en data science dans le cadre de l'entreprise Apricity, qui était donc spécialisée en fécondation in vitro. Donc là-dessus, c'était des modèles qui permettaient d'améliorer les méthodes de FIV. Et donc, par exemple, pour un des projets sur lesquels j'avais pas mal travaillé, c'était on souhaite choisir un embryon pour l'implanter dans le corps d'une femme. Et donc, c'est comment choisir au mieux cet embryon-là, basé sur les photos de développement des embryons sur les 5 premiers jours. Et donc, c'était super intéressant avec de l'image à traiter. Et c'est donc j'ai rejoint Pigment un peu par la suite. Donc, c'était il y a 4 ans. Et donc, j'ai commencé d'abord par implémenter les premiers projets de modélisation pour les premiers clients de Pigment. Et ça m'a permis de comprendre un peu le métier, les enjeux, en fait, métiers de Pigment pour les entreprises. Et après, c'est venu l'opportunité de créer cette équipe de recherche AI. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai rejoint cette équipe-là. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Tu peux nous parler de la genèse de cette équipe? Comment le sujet s'est retrouvé sur la table? Quelle est cette stratégie IA générative appliquée au produit, comme je disais en introduction? Pigment, si on regarde un peu d'un point de vue technique, c'est juste un moteur back-end hyper puissant où tu peux faire plein de calculs et couplé à une vision utilisateur, user experience très poussée. Où on veut que l'outil soit hyper simple à utiliser alors qu'il est hyper puissant. Donc c'est un peu ces deux enjeux-là. On s'est aussi rendu compte que il y a 10 ans, un dashboard, c'était super. C'est ce qui aidait à piloter l'activité. Aujourd'hui, les entreprises modernes ont besoin de plus, de réactivité, de personnalisation. Et c'est ce que l'IA apporte en fait. Enfin, de la customisation, de la contextualisation. Et c'est comme ça qu'on a vu ce potentiel énorme de l'IA, la générative AI même plus précisément, pour l'appliquer aux produits Pigment. Et donc, on s'est effectivement posé au début, on s'est dit, OK, donc la Gen AI sait faire ce genre de choses, mais sur quelle partie du produit on aimerait apporter cette valeur-là? Et donc, on a identifié des moments d'utilisation du produit. Donc, c'est d'abord quand tu t'onboardes, quand tu ouvres Pigment, tu aimerais comprendre comment ça fonctionne.
Après, on se dit: «OK, maintenant tu veux modéliser dans Pigment, comment est-ce qu'on peut t'aider à mieux modéliser?» Puis après, donc maintenant tout est modélisé, tu veux accéder à ta donnée, comment tu accèdes plus facilement, plus rapidement à ta donnée? Et enfin, comment tu remplaces un peu ton activité, c'est-à-dire t'amener des insights, t'amener des recommandations et qui sont appliquées à ton activité. Donc en identifiant ces étapes, après, tu réfléchis à quelles sont les features qui pourraient améliorer, ces étapes-là. Est-ce que vous avez uniquement pris l'angle de l'IA générative appliquée au produit en vous disant, voilà, on veut travailler sur ce qui est cœur produit, cœur d'expérience utilisateur? Ou est-ce qu'il y a tout un autre pan dont on ne parlera pas forcément aujourd'hui parce qu'on ne veut pas tout faire, mais aussi de l'IA générative dont nous on entend souvent parler sur le podcast notamment, plus appliquée à la productivité des collaborateurs en interne, etc. Nous, notre équipe, elle est spécialisée produit. Mais effectivement, il y a des sujets qui sont menés en interne pour la productivité interne et c'est vrai que c'est pas du ressort de notre équipe, mais c'est très marrant parce que du coup, tu as des choses qu'on développe dans notre équipe qui sont finalement utilisées en productivité interne. On parlera des projets, mais peut-être un très rapide qui est le RAG, hein. Le RAG, c'est donc basé sur une documentation publique, faire un chatbot qui peut répondre à tes questions. Du coup, nous, on l'a développé pour nos clients pour qu'ils puissent un peu comprendre comment la plateforme fonctionne. On l'a également créé en Slackbot, donc disponible sur ton espace, ton workspace Slack. Et en fait, l'équipe support qui a ces tickets a utilisé ce Slackbot pour répondre automatiquement à leurs tickets, pour avoir une première réponse, un premier draft. Et donc, en fait, ce qu'on produit permet aussi aux équipes internes d'améliorer leur productivité. Donc, Oui, tu peux imaginer des gens qui se posent des questions sur le produit parce qu'ils sont en train de repenser l'offre côté marketing, ça pourrait aussi leur exactement. être utile. Super intéressant. Je te propose qu'on rentre un peu dans les projets que vous avez industrialisés. Justement, tu peux nous en illustrer un ou deux? Je vais te parler donc peut-être d'une des features qui est assez importante, qui a été déployée en octobre dernier, mais qui est sous test depuis 1 an, auprès de nos premiers utilisateurs, nos bêta users et donc qui permet d'accéder à la donnée en langage naturel. Donc ça veut dire quel que soit le dashboard, l'écran sur lequel tu es dans Pigment, tu vas pouvoir interpeller la donnée, donc l'explorer et donc demander par exemple: «Peux-tu montrer l'évolution du taux de churn, sur les 6 derniers mois en France?» Et donc là, la réponse va être en un clic, donc un graphe qui représente ces données-là. Donc ça permet vraiment d'accélérer l'accès à la donnée parce qu'avant, en fait, pour répondre à cette question, tu devais comprendre: «OK, quelle table je vais ouvrir pour avoir cette métrique-là ou cette donnée-là? Quel filtre je vais appliquer?» et cetera. Donc ça, c'est assez long et donc là, on arrive à accélérer, grandement, du coup, l'accès à cette donnée-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le text to view, donc c'est en langage naturel. On crée une vue. Celle qui est un plus ambitieuse encore aujourd'hui, donc c'est l'analyse automatisée. C'est une feature qu'on appelle Insights. Donc effectivement, tu as sous les yeux un dashboard, un graphe et tu vois que, par exemple, on parlait de taux de conversion, mais donc ton churn est en baisse. Tu veux essayer de comprendre pourquoi. Historiquement, comment tu fais? Tu vas ouvrir, tu vas pivoter ta donnée, tu vas regarder, par pays, par produit, toutes les dimensions, tous les axes d'analyse qui vont être intéressants et donc là, ce qu'on va faire avec cette feature, donc c'est un multi-agent qui va automatiquement explorer toutes les axes d'analyse et te redonner donc l'information, donc la conclusion, enfin de, ce qui explique par exemple une baisse ou une augmentation de chiffres et donc c'est ce qu'on appelle Insight et donc celle-ci n'est pas encore déployée, mais elle est, bientôt déployée, ce mois-ci, j'espère. J'aimerais bien qu'on rentre un peu dans l'aspect technique de comment vous avez construit ces fonctionnalités. Juste avant ça, tu peux nous expliquer comment vous êtes organisé déjà au sein de l'équipe? On l'a construite en 2 ans, hein, donc aujourd'hui on est un peu plus de 15, enfin autour de 15. Donc on a fait un peu un choix fort parce qu'on a l'habitude de voir des équipes de recherche où en fait c'est des data scientists, assez, exclusivement qui travaillent en huis clos et qui vont développer un MVP ou voilà et après le transmettre à l'équipe software engineering pour le mettre en production. Nous on a fait le choix d'avoir une équipe hybride, 100 dédiée à la Gen AI, donc composée à moitié de data scientists, ML engineers et également de software engineers. Donc ils travaillent main dans la main. C'est-à-dire qu'à la genèse d'une idée ou une feature qu'on veut un peu explorer, on va mettre une squad qui se compose de data scientists et software engineers. Les data scientists, eux, sont responsables des modèles, des prompts, de s'assurer que les dernières technos ou les dernières avancées en LLM, en embedding sont exploitées et mises en œuvre pour développer la feature. Et les software engineers, eux, pensent la feature pour qu'elle soit complètement intégrée dans l'outil. Parce qu'eux maîtrisent le back, le front sur le bout des doigts. Et donc, on fait cette construction hybride d'équipe. Et bien sûr, à cela, tu vas ajouter les product designers, PM, qui accompagnent l'équipe au quotidien pour les développements. Et l'équipe, justement, elle est rattachée à l'équipe produit ou pas? Alors, elle est rattachée à l'équipe engineer, donc c'est à l'équipe des software engineers. Ou plutôt C'est- CTO finalement, si ouais, on remonte sur la verticale, OK. exact. Super intéressant et pour qu'on ait un ordre d'idée sur, une des 2 features que tu as évoquées ou peut-être les 2 si elles ont été faites l'une après l'autre, grosso modo, on parlait de combien de personnes dans l'équipe? Insight, par exemple, la dernière qui a été développée, il s'agit donc de 2 data scientists et 2 software engineers qui travaillent OK. dessus.
C'est marrant parce que là, tu évoques juste les data scientists, tu parlais pas trop des profils machine learning engineer. C'était un peu ma question suivante parce qu'aujourd'hui sur le marché, on voit un peu un shift, peut-être un questionnement identitaire entre le data scientist, le machine learning engineer. Tu as des équipes qui s'appelaient data scientist, maintenant elles s'appellent machine learning engineer. Tous les data scientists ont changé de titre. Ouais. Vous, c'est peut-être aussi lié au fait qu'il y a cet aspect, recherche qui est fort, nouveauté. C'est justement, exprès que vous avez gardé les 2 familles de profils parce qu'il y a un intérêt fort à avoir des profils qui sont plus sur le début, sur l'exploratoire, sur la technologie et d'autres qui sont plus proches de la mise en prod. Ouais, exact. C'est vrai que la plupart de l'équipe, donc c'est des data scientists. Enfin, quand on parle de l'équipe, recherche pure, enfin pas recherche, mais côté data science, en tout cas, ça va être des profils data scientists qui ont un bagage PhD, donc assez avancé et en fait, ce qu'on recherche dans ces profils-là, c'est de l'innovation et de la créativité et donc c'est pour ça qu'on va préférer ces profils-là, en tout cas pour explorer des idées qui sont assez nouvelles. Le profil ML Eng est aussi important, hyper important, comme tu disais, pour la mise en production et donc ce sera plus enfin son rôle, ça va être plutôt s'assurer de la scalabilité effectivement, ou s'assurer qu'il y a un framework de monitoring ou de test qui est autour de tout ce qu'on va développer. Donc les MLN ont plus des profils ingé, après c'était plus data eng, mais qui ont beaucoup travaillé sur des sujets de data science. Exactement, c'est ça, c'est des data eng qui ont travaillé quasi exclusivement sur la data science. C'est bien défini. Et donc maintenant, on peut passer à l'architecture un peu technique. Tu peux nous expliquer ce que vous avez mis en place, un peu les technos et peut-être nous l'illustrer sur les cas dont on a parlé? Donc on parlait de text to view, donc l'exploration de nos données, l'accès à la donnée, en langage naturel. Donc elle est, on va dire, assez traditionnelle dans son développement, dans la generative AI, c'est ce qu'on va appeler des archis LLM chaining. C'est-à-dire qu'on va faire une chaîne de plusieurs LLM où chaque sortie sera utile pour affiner la réponse à l'étape suivante et donc c'est un enchaînement de LLM qui attendent des résultats plus ou moins structurés pour avancer. Donc là, c'est pour le text to view. Donc si je l'illustre, c'est la première étape, c'est de définir, OK, l'utilisateur, de quelle métrique ou de quelle table, il s'agit. Une fois qu'on a identifié la table ou la métrique, OK, est-ce qu'il veut appliquer un filtre? Est-ce qu'il veut ajouter un calcul? Donc on va avoir un enchaînement de LLM, chaque LLM ayant sa tâche très, très précise. Sur la base d'une question qu'aura posée, par exemple, dans le chat qui apparaît sur l'interface l'utilisateur, quel est, le churn, sur tel mois? Tu vas avoir cet enchaînement, en fait, des différents LLM spécialisés qui vont chacun se poser une question, y répondre et trouver la réponse qui va permettre à l'ensemble de la chaîne d'aller filer une bonne réponse à l'utilisateur à la fin, quoi. Exactement. C'est pour ça, c'est pas juste un plug. Enfin, historiquement, je pense au tout début des premières features, c'est souvent un énorme prompt, hein, c'est la manière avec laquelle on communique avec un LLM, un énorme prompt qui va tout faire. Et en fait, on a bien vu que c'était pas assez scalable ou c'est pas assez poussé ou pas assez quali, en tout cas dans les réponses. Et donc, on est très rapidement en recherche tombé vers cette archi de LLM chaining où on a plutôt des prompts très spécialisés et ce qui permet aussi d'améliorer très rapidement aussi. Imagine donc tu as un souci sur ton LLM chaining où en fait il est pas très bon à comprendre un calcul par exemple, mais on va pouvoir travailler sur une seule des briques. Et donc ça permet d'itérer rapidement. Alors que quand tu avais un énorme prompt qui fait tout, modifier une partie du prompt sur uniquement les calculs par exemple, bah, ça aura un impact sur l'ensemble des actions qui vont être faites. Et donc ça permet d'être beaucoup plus modulaire, donc beaucoup plus rapide à l'itération. Et en termes d'outils, je me rends pas compte, c'est intéressant de citer peut-être, des choix, de techno que vous avez fait sur, je sais pas, peut-être un framework par exemple que vous avez choisi là-dessus ou plus Ouais. globalement aussi sur le provider de LLM, je sais pas si vous vous êtes cassé un peu la tête sur les performances ou des choses comme ça? Bah, c'est vrai qu'on a été assez fidèles à OpenAI, hein, depuis le début. Donc on a commencé avec GPT-3, 3.5, 4, 4o, donc on attend la suite, hein, mais on a été assez fidèles. On a fait quelques benchmarks, mais on était plutôt satisfaits, hein, des résultats d'OpenAI, donc c'est pour ça qu'on a gardé ce provider, en tout cas de LLM. Et aussi, ça permet aussi de laisser, en fait, cette amélioration des modèles chez quelqu'un qui est un spécialiste, donc OpenAI pour le coup et ne pas essayer nous de essayer de recréer la roue là-dessus. Donc ça a été un des choix qu'on a fait dans l'équipe. En termes de framework, on a utilisé LangChain qui est une librairie assez utilisée en tant que framework, data science, enfin generative AI spécialisée et en monitoring, on a des outils de monitoring pour, suivre l'usage, de nos features qui sont en production. Donc là, on a fait le choix d'utiliser LangFuse, qui est un équivalent de Langsmith, qui est aussi un autre outil qui est très bon, peut-être un peu plus cher, mais qui est très bien également et qui permet de suivre au quotidien, en fait, l'utilisation. Parce que ça, c'est assez majeur. Comme les LLM ne sont pas déterministes, c'est-à-dire pour une même question, tu peux avoir potentiellement des réponses différentes qui peuvent être à 95 justes, mais on a 5 où ça va pas être forcément parfaitement juste. Donc on a besoin de ce monitoring très, très fin, au quotidien. Donc les product managers suivent au quotidien l'utilisation. On met des LLM par-dessus qui vont évaluer la qualité de la réponse également. Comme ça facilite le travail de monitoring. Ça crée des métriques. On en a déjà parlé, dans certains épisodes, c'est le concept un peu de LLM as judge. Et Exactement. ça, cet outil, en fait, te permet
de créer ces LLM as judge et ensuite de monitorer les performances globales plus facilement? Exactement. OK. C'est vraiment ça simplifie le travail, ouais. LLM Judge, c'est Peut-être ça exactement pour le réexpliquer en 1 seconde et tu me complètes si je le fais pas bien, mais c'est qu'en fait, effectivement, comme c'est non déterministe, tu peux avoir des résultats qui sont plutôt quali. En fait, tu as des mots, des phrases et ça, c'est difficile d'en faire un indicateur. Le LLM Mass Judge, lui, tu vas le rajouter, tu vas le forcer à dire juste: «Dis-moi si la réponse est bonne, oui ou non», et donc après, tu peux revenir finalement à une statistique, de la proportion de oui, et donc tu retombes sur un indicateur qui peut se piloter après avec des courbes et cetera. exactement. C'est pour convertir du non structuré, donc du texte, en des métriques et donc on a besoin de ce LLM aussi pour faire passer, mais tu as très bien expliqué. Pour revenir une seconde sur ce que tu disais en intro, justement, la question des data scientists qui sont finalement encore super importants sur ce sujet, par rapport à ce que tu disais, le fait de laisser la partie modèle chez OpenAI, je pense qu'il y a des gens qui n'arrivent pas encore à bien comprendre du coup ce que font ces data scientists. S'il y a une grosse partie de la modélisation qui était historiquement à la charge des data scientists qui maintenant est chez le provider, concrètement, ils font quoi? C'est-à-dire que c'est eux qui ont testé ces différents frameworks, c'est eux qui font cette partie chain dont tu parlais, c'est des choses comme ça? C'est ça, donc il y a beaucoup de briques à explorer, hein. Au-delà du modèle en lui-même, on va avoir par exemple, l'embedding, c'est tout un monde également. Donc tu as les vecteurs database, tu vas choisir la bonne vecteur database, la manière de récupérer la donnée de ce vecteur database, donc c'est également des techniques, la méthode d'embedding, enfin tout ça, c'est plein de modèles. Et donc on va benchmarker en fait à chaque brique, il y a assez de travail en fait au-delà du modèle en lui-même, LLM qui est le modèle de langage. On a énormément de briques à explorer au-delà de ça. On parlait aussi par exemple dans les problèmes, enfin dans les sujets de RAG, on a ce qu'on appelle donc le retriever, on a également des re-rankers. Donc on récupère des documents qui peuvent être intéressants pour répondre à la question, mais on a besoin de les ranker. Dire qui est le plus pertinent, voilà, jusqu'au moins. Donc là aussi, tu as des modèles open source qu'on peut utiliser pour améliorer ces technos également. Pour le moment, les meilleurs, c'est OpenAI, donc on est resté là-dessus. On a assez de choses à faire, effectivement. Si on prend un peu de hauteur donc sur, tout ce challenge, dont on a parlé, le lancement de l'équipe, la mise en place, l'industrialisation, de ces premiers projets, quelles ont été, tu dirais, les plus grosses difficultés? Peut-être, en tant qu'équipe, enfin pour Pigment ou peut-être pour toi aussi, plus personnellement en tant que lead, de cette équipe? Je pense que le challenge qu'on a rencontré et que je pense qu'on rencontre tous, hein, en Gen AI, aujourd'hui, c'est l'équilibre entre la performance et la latence d'un modèle. Donc ça veut dire, tu peux avoir le modèle le plus puissant, mais il est hyper lent, donc c'est inutilisable. Si tu as un modèle super rapide, mais peu fiable, c'est super frustrant. Donc en fait, tout va être un peu cet équilibre entre les 2. Donc évidemment, au début, tu vises la performance, donc tu vas très loin. Et donc par exemple, pour les sujets de RAG, on avait par exemple des temps de réponse de 30 secondes, donc c'est super lent, mais c'était juste. Et donc tout le travail après, ça va être de reprendre toute cette architecture pour l'optimiser et pour la rendre la plus rapide possible. Et donc c'est un peu tout le temps comme ça qu'on travaille. On fait le au mieux pour la qualité et après on retravaille, on optimise pour que le temps de réponse soit acceptable. Donc là, on est passé par exemple pour donc des racks de 30 secondes à 7 secondes, 6, 7 secondes. Et donc c'est beaucoup de travail, ouais, de cache, parallélisation, Tu retravailles sur l'architecture quoi, en fait? complètement, ouais. Tu décomposes et tu cherches de l'optimisation là où tu peux en trouver. Et donc ça, c'est un challenge qu'on a pour chaque développement de feature. On parlait donc des archis qu'on a développés, donc LLM Chaining, c'est un des et donc là, je te parlais de LLM Chaining, donc c'est un qui s'enchaîne avec l'autre. Donc ce qu'on va faire par exemple comme optimisation, ça va être de se dire: «OK, est-ce qu'on a vraiment besoin du dernier modèle OpenAI pour répondre à cette tâche-là? Peut-être que celle-ci est un peu plus simple, donc on va prendre un modèle moins avancé qui sera plus rapide». Est-ce que ces tâches ont besoin d'être toutes enchaînées? Est-ce qu'on ne peut pas faire des petits ponts de parallélisation à des moments? Donc voilà, donc c'est tout l'enjeu de développement, c'est, à performance, parfaite, donc on la vise tout le temps. Comment est-ce qu'on peut améliorer les temps de réponse? La Ça, latence. ça rejoint un autre enjeu dont on avait parlé, quand on s'était appelé, qui est celui aussi que tu es dans un écosystème en perpétuelle évolution et donc en face de ça alors, c'est peut-être bénéfique parce que du coup, tu as toujours des choses à retester pour voir si tu peux améliorer, mais ça crée une charge aussi, où tu es tout le temps en train de retester toutes ces nouveautés qui sortent pour voir si tu peux aller gratter des secondes, côté latence ou de la performance côté précision et cetera. Oui, ça, c'est sûr. Dès qu'un modèle sort, on va le tester directement dans l'équipe pour voir qu'est-ce qu'on gagne. Est-ce qu'on gagne en raisonnement, donc en intelligence? Est-ce qu'on gagne en temps de latence? Est-ce que on parle de temps de latence, mais en fait, c'est le temps au premier token ou c'est le temps au dernier token? Donc tout ça s'évalue. Et en plus, même sur un modèle choisi, donné, par exemple un 4O sur la version de novembre 2024, le modèle n'est pas figé dans le temps, en fait. Il va évoluer également. Et donc, ce qui fait qu'on va tout le temps itérer
potentiellement revoir nos prompts pour s'assurer que la qualité est toujours au rendez-vous. Après, c'est le paradis des ingénieurs, quoi. Tu as un casse-tête, interminable et est-ce que c'est une manière de le schématiser aussi pour revenir quand tu disais, bah, tu as cet aspect où il faut tester des nouvelles choses en permanence par rapport aux projets sur lesquels on travaille ou aux prochaines versions des projets sur lesquels on travaille et là, on est plutôt sur la responsabilité des data scientists qui ont cet aspect, exploratoire et quand tu es en revanche sur retravailler l'architecture pour aller chercher de la perf ou pour aller chercher moins de latence et cetera, là, tu es plutôt sur les ML engineers ou pas tout à fait? La Les ligne est 2. pas aussi, Ouais, la ligne n'est pas aussi après ça définie. dépend aussi des appétences. Tu as peut-être des MLN qui retravaillent sur des choses d'explo, tu dois avoir des data scientists qui sont capables d'aller très loin dans l'engineering aussi, C'est ce qu'on cherche. En vérité, dans les profils qu'on a, c'est des gens assez seniors et qui ont souvent touché un peu à tout. Et donc, voilà, la frontière n'est pas aussi définie. Les appétences sont là et on fait tous en sorte, en fait, d'aller dans cette même direction d'optimisation et de recherche de performance en parallèle. Il y a une dernière difficulté dont tu m'avais parlé, c'était celle de l'adoption, malgré, finalement, le fait que les fonctionnalités soient, au top, que techniquement, ça fonctionne, il y a ce dernier mile qui est quand même, il faut à la fin que les utilisateurs, adoptent, les fonctionnalités. Tu peux nous parler un peu de ça? Je pense que c'est le challenge de n'importe quelle personne, quel produit qui sort des features. L'IA, c'est cool, mais en fait, si c'est pas utilisé, c'est juste un coût d'infra, un coût de maintenance. Donc, il faut faire en sorte que ça apporte de la valeur. Et donc, bien sûr, nous, chez Pigment, on est très attentifs à l'utilisation. Je le disais, donc en monitoring au quotidien. On est très attentifs aussi à tous les retours que les utilisateurs peuvent nous faire. On a réfléchi ces features en amont pour qu'elles répondent à des vrais besoins. Et donc, tout l'enjeu, c'est de s'assurer que l'adoption se fasse. Voilà, est-ce qu'elle se fait naturellement parce que les gens arrivent à trouver rapidement cette feature et qu'ils voient la valeur, ou est-ce qu'on doit les aider à en voir la valeur? Donc, ces sujets, ouais, c'est plus un peu ce qui va nous attendre petit à petit dans les mois qui viennent. À chaque nouvelle sortie de feature, s'assurer qu'elle répond vraiment à un besoin métier de nos utilisateurs. Et est-ce que ça demande de bosser beaucoup plus avec justement les PM et des profils peut-être, UX? Ce qui était moins le cas peut-être sur la data et l'IA un peu plus, traditionnelle. Je sais que c'est le retour que j'ai beaucoup eu en fait dans le cadre d'épisodes, sur, de la Gen AI appliquée aux produits. Complètement. Je pense qu'il y a Arthur Mensch qui en parlait il y a pas si longtemps lors d'une interview. En fait, on va repenser les produits, en fait. Les interfaces où tu es arrivé et tu as plein, plein de boutons partout, ça va tendre à disparaître. En fait, on va personnaliser, on va comprendre ton intention et donc on va te proposer directement des choses qui sont pertinentes dans ton parcours, d'exploration d'un logiciel. Donc complètement, ouais. L'UX et même, dans l'équipe, par exemple, on a, un product stratégiste. Donc c'est vraiment une vision assez long terme de comment est-ce qu'on veut voir le produit évoluer grâce à ces nouvelles technos? Comment est-ce qu'on va enlever les barrières, éliminer toute friction, d'incompréhension et cetera? Donc ouais, product designer, product, c'est vraiment très important dans la réflexion de ces features-là. Quelles sont les prochaines étapes pour l'équipe data et Gen AI, surtout chez Pigment? C'est apporter plus de valeur, ça c'est sûr. Donc, comment? On ne sait pas forcément comment, mais on définit des features au fur et à mesure. Donc, on s'empresse pas de développer énormément de features qui vont servir à rien. Donc ça, ce sera tout l'enjeu. Donc c'est continuer à créer de la valeur grâce à ces features-là. On est très intéressé, c'était le cas donc par exemple pour la feature Insight, que je t'ai présentée tout à l'heure, sur les archives qui sont, de type multi-agent. Donc, on va créer un réseau de LLM, un réseau d'agents où, donc il y en a un qui s'appellera le supervisor, qui est responsable de l'interfaçage avec l'utilisateur, donc communiquer avec l'utilisateur, mais qui peut également faire appel à des sous-agents, activer des sous-agents qui sont eux spécialisés. Donc par exemple, on peut avoir un agent, data analyst qui est spécialisé en analyse de données. Donc tu vas lui envoyer un tableau, il va être à même à te ressortir des recommandations. Un autre, ça va être un data fetcher, il est capable de chercher une donnée quelque part. Un autre, ça va être par exemple, un communicateur et il va être capable d'envoyer des notifications Slack, des emails, des notifications et donc c'est un ensemble, une collaboration de plein d'agents qu'on va mettre, voilà, à contribution pour, répondre à n'importe quelle demande et donc c'est ce qu'on appelle les systèmes multi-agents et ça, c'est vraiment le focus de 2025 et je pense que c'est pas le cas que chez Pigment, c'est le cas aussi dans la littérature et toutes les nouvelles sorties qu'on voit, ça va être, voilà, comment appliquer au mieux ces nouvelles technos pour apporter, de la valeur à nos utilisateurs. Et ça, en termes de fonctionnement, je suis pas assez expert, mais c'est d'autres frameworks à utiliser? C'est encore, d'autres librairies? C'est un peu comme on en parlait de LangChain, peut-être d'autres technologies qu'il faut maîtriser pour mettre en place ce type d'architecture? Et c'est assez intéressant, il y en a beaucoup qui viennent d'émerger justement sur, ces systèmes multi-agents donc on a fait le choix d'utiliser LangGraph qui est l'évolution de LangChain, LangGraph mais spécialisé sur les graphes, donc les multi-agents. Mais il y en a d'autres, donc Agen, il y a Crew AI, plus simple à utiliser. Il y en a de nouveaux, PyDantic AI qui vient de sortir également. Donc là, on va voir l'émergence de pas mal de frameworks qui vont permettre de faire ces systèmes multi-agents, à voir lesquels vont être les plus stables, les plus utilisés, les plus flexibles aussi.
d'avoir la possibilité de faire un peu ce que tu veux et les plus optimisés aussi. C'est un point aussi important. Faut vraiment aimer tester des nouveaux outils dans ce métier. J'arrive même pas à imaginer sur un trimestre ou combien d'outils, enfin, vous devez avoir sûrement un backlog de tout ce que vous allez faire. Il y a une partie recherche, découverte de nouveaux outils qui est considérable en fait. Ouais, il faut rester très concentré sur tout ce qui sort, évidemment. À chaque nouveau choix, on fait quand même l'effort de se poser, justement, et c'est ça l'importance d'avoir une grosse équipe. Donc, il y aura deux, par exemple, qui vont être responsables de faire un benchmark assez avancé. Par exemple, à Vector Database, on l'a re-challengé il y a 2 mois en se disant, bon, on avait fait un choix il y a 1 an et demi, est-ce que c'est toujours le bon? Et donc, une personne est restée, enfin, une ou deux personnes sont restées à explorer tout ce qui existait pendant une semaine, tester en profondeur pour, du coup, apporter une réponse à notre choix. Écoute, Samir, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? Pour ceux qui aiment la Gen AI, mais qui comprennent pas forcément tous les aspects les plus techniques, il y a une interview de Lex Fridman, enfin un de ses podcasts qui est sorti suite à la sortie de DeepSeek. Alors ça dure 5 heures, il faut s'accrocher. Mais c'est 2 data scientists, qui expliquent vraiment, parfaitement, tout le vocabulaire que tu peux comprendre, enfin entendre autour de la Gen AI et mathématiquement également. Donc c'est super intéressant et super vulgarisateur aussi. Donc ça, je le recommande. Il faut avoir un peu de temps. Il faut soit courir, se déplacer longtemps. Sinon, en plus court, il y a la newsletter Alpha Signal. C'est un hebdomadaire très bien écrit, je trouve, voilà, qui condense toutes les nouvelles sorties, toutes les innovations, toutes les applications en Gen AI 100%. Ça fait un petit condensé. Ça dépend si on a du temps ou pas de temps. Parfait. Ben, je mettrai les deux en description. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Alors, je sais pas si c'est un conseil, mais alors moi, j'adore transmettre. Donc, donner des cours, je donne des formations également. Et ça m'est venu de mon enfance où ma prof de CP, Nanette Jacquin, à l'école Ernest Renan à Casablanca, donc m'avait transmis la lecture. Et vraiment, j'ai été passionnée par cette maîtresse. Et on avait fait un pacte toutes les deux que je deviendrais professeure quand j'étais grande. Donc malheureusement, je ne suis pas professeure. Mais en fait, ça m'a donné un bon et doux conseil dans ma vie, d'à chaque fois, en fait, prendre le temps de prendre du recul et de mettre à plat tout ce que tu as compris pour le transmettre par la suite. Et je trouve que ça fait du bien également, en fait, de se poser un peu 2 secondes et se dire: «OK, qu'est-ce que j'ai appris? Comment je pourrais la transmettre parfaitement à quelqu'un de manière intelligible?» Et ça te permet aussi, en fait, d'aller beaucoup plus loin, en fait, dans ta compréhension également. Peut-être une petite dernière question, tiens, que je rajoute en improvisation. Et je trouve ça particulièrement intéressant parce que tu es experte Gen AI, tu montes une équipe au sein finalement d'un produit très data, donc tu es sur des fonctionnalités data. Est-ce que tu es plutôt optimiste ou pessimiste, toi, pour l'avenir des professionnels de la data avec l'arrivée des Gen AI? C'est marrant, j'en parlais juste hier avec, des amis à moi dans la data et je pense que c'est un vrai débat, hein, de se dire, est-ce que tout ce qui va être un peu data back-end, va être géré par une IA qui sera capable, en fait, de créer des modèles de données, des archis à la volée? Moi, je suis personnellement pas convaincue qu'on ne saura le faire de manière complètement autonome, non supervisée. Je pense qu'il y a toujours besoin d'une, réflexion, d'un raisonnement qu'un humain ou une prise de recul peut apporter. Mais en vrai, on peut être surpris. Mais c'est vrai que tous les métiers, dans tous les cas, vont être, petit à petit réadaptés. Tous les métiers, en tout cas, qui communiquent avec un ordinateur, donc la plupart des métiers du service, vont être impactés par la Gen AI. Donc, effectivement, peut-être que je dirais pas à ma fille ou mon garçon, de devenir data analyst, Tel qu'on l'entend aujourd'hui. tel qu'on l'entend aujourd'hui, mais plutôt, ouais, d'être, multicasquette, data dans sa globalité, donc data, eng, data scientist, data visualisateur, afin que, du coup, on ait une bonne compréhension et donc pouvoir utiliser ces technos à bon escient. Je pense que demain, tout le monde pourra devenir software engineer, data analyst grâce à la Gen AI. Donc c'est juste avoir une bonne compréhension de ce qui peut se passer par-dessous pour pouvoir, juger ou pas de la qualité de ce qu'un modèle ressort. Mais oui, on finira tous à cultiver nos légumes, et ce sera très bien aussi. Excellent. Écoute, Samir, on va finir là-dessus. Merci beaucoup d'être venu Avec plaisir. partager votre expérience et ton expérience sur le podcast. Dites-nous dans l'audience ce que vous avez pensé de cet épisode. Mettez-nous un petit commentaire sur YouTube, Spotify. Profitez-en pour vous abonner. Et puis, venez commenter les posts LinkedIn qu'on fera avec Samir pour diffuser cet épisode. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Merci Samir. Merci. Grosse news, DataGen a lancé un bootcamp en Analytics Engineering en collaboration avec DataBird. Le besoin en Analytics Engineering a explosé. J'observe cette tendance au quotidien dans mes échanges avec les leaders data. On a décidé avec DataBird d'unir nos forces pour créer le premier bootcamp spécialisé sur le sujet. Le bootcamp est à destination de profils déjà data analyst ou scientist, sera à temps partiel pendant 6 semaines et finançable via CPF. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, 2 options.
Je vous mets le lien pour découvrir le programme détaillé en description. Sinon, vous pouvez écouter l'épisode 151 qu'on a enregistré avec le cofondateur de DataBird, dans lequel on explique plus en détail la tendance de l'analytics engineering et le programme du bootcamp.